Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, chers collègues, je pense qu'au contraire de ce que vient de dire Monsieur le rapporteur, on ne peut pas distinguer ce qui relève de la mémoire collective, de l'histoire, y compris d'une histoire qui, dans ce cas-là, est une avancée majeure pour la communauté nationale, mais pour l'histoire de l'humanité, de ce que nous faisons là. Parce que nous faisons la loi et nous faisons aussi le symbole, la force du symbole, et nous affirmons à travers le vote d'un amendement comme celle-là, mais comme d'autres lois qui ont été votées dans cette Assemblée et qui font l'honneur de la République, que nous avons non seulement conscience de l'importance du fait, mais nous pensons qu'il est primordial que ce fait-là soit discuté, commémoré, et qu'autour de tout cela soient organisés des débats au quotidien, mais surtout à un moment de communion nationale sur ce type de fait. Et il me semble que ça grandit non seulement notre Assemblée, mais l'ensemble de la République, l'ensemble des citoyens et des citoyennes, que d'affirmer qu'il y a, oui, des dates fondamentales. On pourra discuter d'autres jours fériés, mais des dates fondamentales, si ça fait accord, et nous avons vu qu'il y avait un accord dans cette Assemblée lors des questions au gouvernement sur ce point-là, nous ne pouvons pas en rester à des applaudissements et à de la congratulation. Il faut marquer ces faits et nous en proposerons d'autres parce que nous pensons qu'ils sont essentiels, et je ne comprendrai pas, et je pense que nos concitoyens et concitoyennes ne comprendraient pas pourquoi ce qui est d'une valeur historique, politique, idéologique dans les Outre-mer ne peut pas l'être sur l'ensemble du territoire. C'est une mémoire que nous devons partager et il me semble que cet amendement va dans le bon sens et ne devrait que recueillir votre assentiment. Ces chiffres montrent combien une journée consacrée à la lutte en faveur des droits des femmes est indispensable. J'ajouterai qu'au moment où l'égalité femmes-hommes est érigée par votre gouvernement en grande cause nationale, faire du 8 mars un jour férié montrerait qu'au-delà des paroles, suivez les actes. Je vous remercie. Je pense que le sujet de l'égalité femmes-hommes est trop important pour qu'on croie qu'on a une solution avec un jour férié. Je crois que les femmes attendent depuis 30 ans l'égalité hommes-femmes. Elles attendent la lutte contre les discriminations sexuelles. Et c'est ça qu'on veut faire, et c'est ça qu'on fera ensemble, y compris avec la représentation nationale. Madame la ministre, excusez-moi, mais je pense que mieux vaut ne pas répondre que de répondre ce genre de choses. Je crois qu'on est tous... Non mais sérieusement, excusez-moi, on est tous conscients... Non mais, enfin, vous l'avez un peu cherché, on est tous conscients de ce problème. On partage tous, et nous ne sommes pas les seuls, à avoir fait un certain nombre de propositions pour faire avancer la question de l'égalité de manière très concrète, au niveau économique, au niveau social. Donc, c'est pas ça le problème. Ce qu'on pose là, et si on le pose et si on fait ces amendements, c'est pas simplement pour le plaisir d'écrire sur du papier, c'est parce qu'on pense que ce sont des questions importantes. Et que oui, là, il ne s'agit pas seulement de la question matérielle, on a fait des propositions dans ce sens-là, je vous le rappelle, mais de la question du symbole politique républicain qu'on veut pouvoir affirmer à travers ces jours fériés. Donc ce n'est pas une question, on va dire, pour se faire plaisir ou simplement pour embêter le monde, c'est une question qu'on pense fondamentale. Et vous pouvez être en désaccord, vous pouvez choisir de le dire, mais ne remettez pas en cause le sérieux et ne rabaissez pas pour le coup le débat important sur cette question de la commémoration nationale et républicaine. Je vous remercie. C'est un amendement qui vise à augmenter le nombre de jours de congés payés. Oui, de congés payés. Parce que oui, les salariés, les travailleurs sont en France parmi les plus productifs du monde, que notre pays n'a jamais été aussi riche, fait partie des premières puissances mondiales, et puis ça s'inscrit aussi dans une histoire. À nouveau, nous allons reparler de ce que notre conception du progrès social. La France est un des premiers pays à avoir inventé les congés payés, pour ensuite qu'ils soient appliqués à d'autres pays. Donc on peut aussi avoir, là encore, une avancée sociale majeure, pas simplement pour notre pays, mais pour le reste de l'Europe et du monde. Les congés payés ont pour origine l'idée communément admise aujourd'hui que les travailleurs et les travailleuses éprouvent le besoin structurel de prendre des vacances afin de se ressourcer. L'impossibilité de satisfaire ce besoin peut y compris avoir des conséquences sur l'altération de la santé physique et psychique du salarié, ainsi que sur sa productivité. L'augmentation continue de la recherche par habitant en France a vu l'augmentation parallèle de la durée de congés payés. Donc là aussi, c'est un mouvement progressiste dans le sens d'une plus grande libération parce que nous sommes en capacité, y compris économiquement, de pourvoir à ces besoins. En 1936, ils étaient fixés à 2 semaines. Ils se sont allongés à 3 en 1956, en 1969 à 4 et enfin en 1982 à 5. Le PIB par habitant en 1985 était de 9 775 339
dollars courants. En 2016, il est passé à 36 854 968 dollars courants. Donc on voit que la richesse a augmenté et jusqu'à présent, il y avait un mouvement de société qui allait en même temps que l'augmentation de la richesse, la redistribution à travers les congés payés. Il nous semble que cela fait partie du progrès humain, que la durée des congés payés correspond y compris à une juste rétribution du travail fourni. C'est pour ça que nous proposons cet amendement. Madame Obono, monsieur le rapporteur. Alors, cet amendement porte sur la question de la médecine du travail. Nous avons beaucoup parlé de travail, des conditions, de cette valeur, pour nous en tout cas, qui devrait être émancipatrice. Et malheureusement, nous assistons à un processus de fragilisation de la médecine du travail qui se fait au détriment des salariés. D'abord, l'amendement que nous vous proposons rétablit la visite médicale d'embauche, transformée malheureusement par la loi El Khomri en une simple visite d'information et de prévention, qui ne permet pas la prise en compte réelle de l'état de santé du salarié ou de la salariée. Ensuite, il rétablit la capacité de cette visite à s'assurer de l'aptitude médicale du ou de la salariée à occuper son poste, ce qui avait été également supprimé par la loi El Khomri au mépris du bon sens le plus élémentaire. L'amendement rend au seul médecin du travail le pouvoir de mener la visite médicale, qui ne peut pas être confiée à une autre professionnelle de santé. Si on veut une prévention efficace, il semble logique qu'un véritable examen médical soit confié à un ou une médecin. Le médecin de travail est désormais choisi par les délégués du personnel pour éviter le choix d'un praticien ayant des affinités ou des liens d'intérêt avec l'employeur. Enfin, la périodicité des visites régulières est encadrée. Cet amendement la rend annuelle pour tous et toutes les salariés et semestrielle pour les travailleurs et les travailleuses de nuit. En 2016, je vous le rappelle, on en a déjà parlé, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail avait produit le rapport d'expertise qui a mis à jour un certain nombre de risques avérés sur la question du travail de nuit. Il y a aujourd'hui énormément de rapports qui posent la question des problèmes de santé des salariés et il nous semble du coup que notre amendement va dans le bon sens et que vous ne pourriez qu'y souscrire sur la nécessité de renforcer cette médecine du travail qui va dans le sens d'une meilleure productivité et aussi un meilleur bien-être pour les salariés au travail. Préciser, puisqu'il faut le redire, sur ce que vous n'aviez pas compris, c'est pourtant écrit noir sur blanc dans l'exposé sommaire des motifs. Nous proposons de rétablir la visite d'embauche qui a été transformée en une simple visite d'information et prévention. Donc on veut rétablir ce qui a été remis en cause par la loi El Khomri. Et plus généralement, alors nous on a une logique globale, donc là, on appuie sur la question de la médecine du travail, mais nous avions aussi des amendements sur la question de la démographie médicale et pour, à notre sens, notamment sur la question du numerus clausus, développer beaucoup plus et permettre qu'il y ait plus de praticiens dans ce domaine-là. Donc, ce n'est pas contradictoire, mais pour le coup, il faut avoir une vision globale et une vision conséquence que nous avons proposée à travers des amendements, mais que vous aviez refusé. Et plus largement, alors, vous avez eu l'occasion de discuter avec des médecins du travail. Moi, j'ai eu l'occasion, en étant salarié dans le public, dans le privé, de discuter avec d'autres collègues et d'être moi-même, et je pense que vous avez tous été soumis aux conditions dans lesquelles se passent aujourd'hui les examens de visite médicale. Quand on sait aujourd'hui ce que produit la souffrance au travail, quand on sait aujourd'hui quels sont l'ensemble des troubles, des problèmes que rencontrent les salariés, on ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle et considérer que, en gros, tout va pour le mieux, et y compris des mesures qui reviennent sur les moyens de la santé au travail puissent être productifs pour l'entreprise dans son ensemble et puis surtout pour les salariés. Donc il nous semble que cet amendement va plutôt dans le sens de renforcer et de protéger mieux les salariés, d'être plus à l'écoute. Il y a eu suffisamment de scandales, d'enquêtes qui ont montré quelles sont les conditions dans lesquelles les salariés travaillent et que tant et tant d'entre eux perdent leur vie à travailler de mille et une manières pour se donner les moyens d'avoir une médecine préventive et de renforcer ces instruments, les médecins, l'ensemble des équipes, bien sûr, médicales. Mais là, c'est sur ce point-là que nous proposons cet amendement et il nous semble cohérent. Il devrait l'être avec votre objectif de protection des salariés. Alors oui, cet amendement poursuit ceux présentés précédemment par nos collègues Prudhomme et Lecoq, puisqu'il s'agit de la situation des salariés dits indépendants. L'économie collaborative a donné naissance à ce nouveau type de travail reconnu par la loi, mais qui, dans les faits d'indépendants,
constitue une situation intenable de personnes qui ne sont véritablement ni salariés ni justement indépendants. Ça a été dit, les chauffeurs de VTC, livreurs à vélo, prestataires de services multiples aux revenus grandissants. Ces travailleurs et travailleuses ne sont pas libres de fixer leurs tarifs ni d'établir leur rythme de travail. Et dans de plus en plus de cas, comme les chauffeurs VTC qui louent leur voiture pour travailler, ne possèdent pas leur outil de travail. Pour certains et certaines, comme les livreurs et livreuses à vélo, l'uniforme est même imposé. Ces salariés ne sont pas de fait indépendants car ils n'ont aucune des libertés liées à ce statut. Ils n'ont pas plus les protections liées au statut de salarié. Leurs accidents de travail ne sont pas indemnisés et leur plateforme n'est pas responsable. Ils n'ont pas de représentation du personnel, pas de salaire minimum. Ils n'ont en fait aucune garantie compensatrice de leur position de subordination. En France, la précarité de ces travailleurs et travailleuses faussement indépendants augmente à mesure que les tarifs fixés unilatéralement par les plateformes baissent. Pour s'être endettés pour l'achat de leur outil de travail, beaucoup de ces travailleurs se retrouvent piégés dans une structure sans droit ni liberté. Il est temps pour l'ensemble de ces travailleurs et travailleuses, pour notre pays, de faire évoluer cette législation pour reconnaître la situation de subordination dans laquelle se trouvent ces travailleurs et travailleuses de l'économie collaborative et, le cas échéant, de leur permettre de faire valoir leurs droits. Nous sommes ici dans une discussion sur une loi travail qui doit protéger les travailleurs et les travailleuses. C'est un secteur de développement économique et il faut donc que dès maintenant et sans attendre, la représentation nationale assume son rôle qui permet de véritablement protéger les salariés et donc notamment sur ce secteur. Merci. Les effets néfastes du chômage de longue durée sont connus et avérés. Rupture du lien social, 50% de divorces, des risques de dépression, d'augmentation du risque d'infarctus, de suicide. Or, vous le savez, le nombre de chômeurs et de chômeuses de longue durée s'établit à 2,48 millions de personnes en France en septembre 2017. Lors de toutes ces discussions sur la loi de travail, nous avons débattu et nous avons vu que nous étions opposés sur le type de mesures qu'il fallait mettre en œuvre pour s'opposer au chômage, pour faire reculer le chômage. Nous pensons que vos ordonnances ne permettent pas, en facilitant les licenciements, de s'attaquer aux problèmes de fond. Pourtant, nous pensons aussi qu'il y a énormément de choses à faire et c'est le sens de plusieurs amendements, dont celui-ci. Nous vous proposons en effet d'étudier la mise en œuvre du droit opposable à l'emploi. L'article 23 de la Déclaration des Nations Unies de 1948 reconnaît le droit au travail en ces termes. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et à la protection contre le chômage. Le Conseil constitutionnel a confirmé sa décision du 16 janvier 1986 qu'il appartient aux législateurs, à nous, de poser les règles propres à assurer au mieux le droit pour chacun d'obtenir un emploi. La mise en œuvre d'un droit opposable à l'emploi découle de ces principes et décisions. Nous souhaitons engager la réflexion en la matière, notamment à travers le contre-budget que nous avons présenté au début du mois, où nous présentions un chiffrage de 6,5 milliards d'euros, le coût de la création de 820 000 contrats coopératifs de ce type. Quand on met en balance, par exemple, avec le CICE d'un coût de 67 milliards d'euros, soit 10 fois plus, qui est en plus sans effet significatif, notre proposition nous semble arriver à point nommé. Nous demandons donc au gouvernement et la représentation nationale de réfléchir à cette proposition et de remettre pour le gouvernement un rapport afin de pouvoir valider le coût de l'instauration de ce droit qui, concrètement, ferait de l'État un employeur en dernier ressort pour les privés d'emploi de longue durée. Je vous remercie, madame. Pour l'amendement de notre collègue madame Obono, je crois que cet amendement traduit bien en fait l'image de notre soirée. C'est le grand écart qui distingue notre conception du monde du travail et de l'emploi de la vôtre. Je suis convaincu que c'est en offrant aux entreprises un contexte économique et juridique favorable, chers collègues, que nous rétablirons la confiance entre les employeurs et les pouvoirs publics et que nous leur donnerons aussi les possibilités d'embaucher, de créer de l'emploi. Ce n'est pas en formulant un vœu aussi sympathique soit-il de droit opposable à l'emploi que nous résoudrons la question clé de la diminution du chômage. Au contraire, chers collègues, j'ai tendance à croire que cela nuirait fortement à la compétitivité de nos entreprises et donc à la capacité d'embaucher, ce qui est notre objectif pour faire baisser le chômage. Quant à confier à l'État un rôle d'employeur en dernier ressort, c'est une conception encore très éloignée de notre philosophie qui risquerait avant tout de gréver considérablement les finances publiques. Avis défavorable. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, madame la ministre. Avis défavorable. Madame Obono, vous avez demandé la parole. Oui.
Non, mais il est bien dommage que vous ne soyez pas prêts à faire ce grand écart, mais nous ne doutons pas que nous arriverons à vous convaincre de l'intérêt de nos propositions. Je vous invite à lire en détail notre contre-budget, puisqu'il développe un certain nombre de pistes pour la relance de l'activité, pour permettre aux carnets de commandes des entreprises, des TPE, des PME, de pouvoir embaucher, et y compris pour développer des milliers et des milliers d'emplois, comme le propose d'ailleurs un certain nombre d'associations dans le secteur de la transition écologique. Donc vous voyez, nous avons plein de propositions et nous ne manquerons pas de vous en faire part à travers tous les débats de cette législature. Mais là, il ne s'agit pas de la question du chômage en général, mais de la question du chômage de longue durée. Et il ne s'agit pas d'un vœu pieux, puisque, comme je l'ai indiqué dans mon exposé, nous avons déjà commencé à réfléchir très concrètement à combien ça coûterait, le nombre d'emplois que cela pourrait créer. Donc ce sont des choses très concrètes, très factuelles. Et nous pensons que cette réflexion pourrait être enrichie par justement un rapport qui irait dans le détail. Donc vous voyez bien, nous sommes non seulement en proposition, mais de manière très concrète. Et il ne tient qu'à vous de vérifier si notre démarche est possible et souhaitable. Je ne doute pas que vous souhaitiez la fin du chômage de longue durée. Et donc je pense que votre argumentation ne tient pas vraiment. Et j'espère que vous serez convaincus. Si ce n'est maintenant, ne doutez pas que nous continuerons à mener cet argument.